Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Benjamin de la Forcade, vous êtes le deuxième invité de la saison 4 des dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Benjamin de la Forcade, vous êtes toulousain, mais vous vivez à Berlin en Allemagne depuis plusieurs années maintenant, 2017 je crois. Pourquoi ce choix ? Alors je suis né à Toulouse, mais j'ai grandi à Nancy, dans l'est de la France, pendant toute ma vie. Je suis arrivé à Berlin en 2017 un peu par hasard, à l'occasion d'un stage. Et après y avoir vécu quelques mois, j'ai décidé de ne plus en repartir. Ça fait maintenant 7 ans que j'y vis, j'y suis très heureux et c'était une belle ville pour écrire. Donc vous connaissez bien Berlin. Si vous ne disposez que d'une journée, donc 24 heures, pour faire visiter cette ville à un ami. Alors je dirais que ça dépend beaucoup de l'ami. Si c'est un ami qui est intéressé par les grands points touristiques de la ville, peut-être qu'il serait sage d'aller faire un tour au mémorial de la Shoah, à la porte de Brandebourg, peut-être faire une promenade dans le Tiergarten. Si c'est quelqu'un qui veut connaître une autre facette de Berlin, peut-être un peu plus secrète, je pense. Votre Berlin à vous. Mon Berlin à moi, peut-être que j'irai dans un café qui s'appelle le Wohnzimmer à Prenzlauer Berg et qui est un endroit assez mythique qui ressemble à un salon avec des grands canapés, un peu de fumée qui stagne sur le plafond et peut-être boire un café ou un verre s'il est assez tard. Et vous l'amenez manger où ? Et peut-être Donnez-nous une adresse. Si jamais c'est quelqu'un qui veut découvrir les traditions allemandes et la gastronomie allemande, je l'amènerai dans un restaurant qui s'appelle Zum Schusterjungen. Peut-être manger un Eisbein, qui est une spécialité très berlinoise, qui est une sorte de jarret de cochon, plus agréable au goût qu'à l'œil. D'accord. On revient à votre carrière d'écrivain. Quelles sont les grandes étapes de cette carrière d'écrivain ? Alors j'ai commencé à écrire de façon assez peu sérieuse tôt dans ma vie, même avant l'adolescence. Et puis peut-être qu'une première étape de ma vie d'écrivain, ça a été la rédaction avec un ami dessinateur et photographe de petits textes auto-édités de mise en relation images et littérature. Donc on avait appelé ça les dessins textifiés, donc des textes à partir de dessins, les poèmes photographiés, des poèmes à partir de photographies. Et puis on en tirait 50 exemplaires pour nos copains. Et voilà comment les choses ont commencé. C'est un petit événement, mais qui a eu quand même son importance parce que c'est à partir de là que j'ai pris connaissance de la dimension artisanale de l'écriture. C'est à cette occasion que j'ai progressé, que j'ai affûté un petit peu ma lame. Et après avoir mené ces activités-là, j'ai eu l'ambition d'écrire un roman. Il y a eu ensuite la pandémie en 2020. Et moi, je travaillais dans un hôtel à Berlin. Et cet hôtel-là a fermé. Et donc, on a été renvoyés chez nous avec beaucoup de temps entre les mains. Et donc, l'occasion était idéale pour me mettre à écrire. J'ai commencé à écrire dès le premier jour du confinement. Et ça a été l'histoire de la rédaction de mon premier livre qui s'appelait Rouge Nu et que j'ai envoyé par la poste à 5 maisons d'édition en France. Et les éditions Gallimard y ont répondu favorablement quelques mois après mon envoi. Et donc, ça a été l'histoire de la publication de mon premier livre. C'est fulgurant. Oui, alors fulgurant, c'était vraiment une très 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 bonne surprise. Je me rappelle même que je ne pensais pas l'envoyer aux éditions Gallimard parce que ça me semblait être irréaliste. Trop gros. Oui, trop gros. Et puis finalement, c'est quelqu'un de très proche de moi qui m'a dit pas d'excuses, envoie ça tout de suite, c'est rien qu'un timbre. Et cette personne-là, je la remercie évidemment. Ah, c'est super. Et les autres maisons vous ont répondu aussi ou... Alors j'ai eu pas mal de refus et puis j'ai eu une autre réponse favorable d'une maison d'édition assez installée aussi qui s'appelle Plomb. Cette maison d'édition m'a répondu que le manuscrit était intéressant mais qui demandait du travail et sans signer de contrat particulier m'a proposé d'effectuer un travail de réécriture que j'ai entrepris. Et plusieurs mois après ce travail-là, ça a été au tour des éditions Gallimard qui ont été un peu plus lents à recevoir le manuscrit, de m'approcher et j'avais donc une deuxième version de mon texte à leur présenter déjà. D'accord. Eux aussi pensaient qu'il y avait un travail de réécriture, et à raison d'ailleurs. Et donc c'est à partir de là que les choses se sont faites avec la personne qui est devenue mon éditeur. Et au niveau de votre cursus, vous avez fait comment on devient écrivain en fait ?
Je pense qu'on peut devenir écrivain de bien des façons. En vérité, devenir écrivain, ça demande rien d'autre qu'un stylo et une feuille de papier. Donc je pense que virtuellement tout le monde peut devenir écrivain. On dit que beaucoup de gens écrivent et c'est quelque chose qui me réjouit. Pour ma part, j'ai étudié l'hôtellerie à l'école hôtelière de Thonon. D'accord. Donc pendant 3 ans, j'ai étudié le service, la cuisine, le bar, la restauration. J'ai travaillé dans beaucoup d'hôtels dans ma vie. Et peut-être que les hôtels sont un point d'observation privilégié. Il semblerait que oui. On va parler un tout petit peu de votre dernier livre, donc le deuxième. Comment avez-vous choisi le prénom de vos 2 héroïnes, Anna et Judith ? Ça, c'est une très très bonne question. J'écris toujours mes personnages en commençant par leur prénom. Il m'est difficile pour moi d'imaginer quelqu'un si jamais son prénom manque. J'ai bien conscience du caractère peu important d'un prénom pour un personnage et pourtant je trouve que ça lui donne une certaine texture. Donc c'est un roman qui commence en 1967, donc qui se passe à un endroit particulier de l'Allemagne. Donc il y avait une question de plausibilité. J'ai donc regardé des listes de prénoms qui étaient donnés ou très donnés à cette période-là. Et je suis tombé sur 2 prénoms, Anna et Judith, qui me plaisent particulièrement. Voilà, je peux même dire de façon plus intime que Judith, c'est un prénom que j'aime beaucoup et que je pensais peut-être donner à mon enfant. Et comme la personne avec qui j'ai eu cet enfant aimait moins ce prénom, je me suis dit que c'était une bonne occasion de le donner à un personnage de mon livre. Vous avez fait beaucoup de recherches pour écrire ce livre. Alors, comment résumeriez-vous en quelques mots seulement la guerre froide et le mur de Berlin à un très jeune public qui ne sait absolument rien de cette histoire? Alors, je dirais que c'est l'histoire d'un pays à l'intérieur d'un pays. C'est l'histoire d'une ville dans laquelle un système très particulier est à l'œuvre, un système à la fois très différent d'une autre, et peut-être à certains égards qui y ressemble. Et c'est un système qui est éloigné de nous dans le temps et qui pourtant nous rappelle ce que nous vivons aujourd'hui. Alors je suis jamais allé à Berlin, mais j'ai entendu dire que l'architecture de l'ère communiste est en train de disparaître de Berlin. Est-ce que c'est la réalité ? C'est la réalité. C'est difficile de faire des généralisations dans l'urbanisme de Berlin. C'est une ville qui a un urbanisme très particulier, avec beaucoup de choses qui sont mises en œuvre, beaucoup de projets qui sont controversés et d'autres qui sont au contraire assez communément appréciés. Ce que je pourrais dire néanmoins, c'est que l'architecture communiste à Berlin, elle reste présente. Elle est encore facile à voir. Berlin, en général, garde les traces de son passé. Est-ce que ce livre est l'histoire d'une amitié avec Berlin-Est pour décor ou l'histoire de Berlin-Est à travers le parcours et l'amitié de vos 2 personnages principaux ? Ça, je crois que c'est pas à moi de le dire. Je pense que c'est au lecteur de faire cette distinction. J'espère que c'est les 2. J'espère avoir réussi à raconter que le lieu et le personnage sont une seule et même chose qui coexistent, qui influencent l'un et l'autre. Alors pour les aider, peut-être 3 mots pour décrire votre livre, Berlin pour elle. Ça, c'est vraiment une question très difficile. Je dirais sombre, lumineux, et je parlerai d'amour aussi. Et en allemand, vous choisiriez les mêmes mots ? En allemand, peut-être que je choisirais le mot Zeitgeist. D'accord. Y a-t-il dans votre parcours personnel ou d'écrivain un souvenir particulier lié aux bibliothèques ? Je dirais pas vraiment un souvenir parce que les bibliothèques font partie de ma vie depuis toujours, depuis ma vie de lecteur. J'ai découvert une bibliothèque proche de chez moi dans le nouveau quartier de Berlin dans lequel j'habite et j'y vais avec ma fille. Ce sont toujours des moments vraiment géniaux. Et les bibliothèques en Allemagne sont semblables à celles que l'on a ici en France ? Oui, moi je trouve qu'elles sont assez semblables. En tout cas, le principe est le même. Le principe étant de mettre à disposition la culture et de permettre aux gens de découvrir des choses qui, sans leur visite, n'auraient pas découvert. C'est gratuit ? Non, c'est pas gratuit. Il y a en général des frais d'inscription qui sont très abordables. Ouais. Je crois que j'ai payé 10 € pour l'année, quelque chose comme ça, quelque chose que beaucoup de gens ont les moyens de s'offrir. Et voilà, il y a des rayons, alors il y a toujours des particularités, certaines parties de l'histoire sont plus présentes, certains artistes, voilà, vous verrez beaucoup plus Gerhard Richter que Marc Chagall dans une bibliothèque allemande. Et pour terminer, on finit toutes nos interviews de cette façon-là, c'est vraiment dans l'absolu 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Alors, 3 choses que j'aime, je pense que j'aime ma fille. J'aime écrire et j'aime les fraises. Et je dirais que je n'aime pas les gens qui pensent qu'écrire se mérite. Je n'aime pas porter un bonnet. Et je n'aime pas cette sensation du doute au milieu du roman où on se demande est-ce que vraiment cette chose-là va intéresser quelqu'un. Et merci beaucoup. Merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire.
la série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.